Il y a une chose qui vous manque, je le sais, à toutes et tous, ce n'est pas le temps, c'est une chose encore plus importante, mais que vous ne savez pas nommer, pour la majorité d'entre vous en tout cas. Et quand on ne sait pas nommer les choses, en fait, elles n'existent pas vraiment, et c'est donc extrêmement frustrant. Et moi, quand j'ai découvert ce mot, ça a complètement changé mes perspectives sur les choses. Ce mot, c'est l'otium. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mon invité du jour, Jean-Miguel Pire, qui est sociologue et historien, s'est consacré beaucoup de sa carrière à ce terme de l'otium. Et vous allez voir, même si mon introduction elle est un peu énigmatique, je le fais exprès évidemment, que ce mot il est extrêmement important dans nos vies de tous les jours qui sont complètement folles, où tout s'accélère, où on est dans un rythme qui est complètement devenu fou. Je vous laisse écouter l'épisode, découvrir ce que c'est que l'otium. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Miguel. Bonjour Grégory. Comment ça va ? Très bien, super. On va parler d'un concept que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un mot et un concept donc qui permet d'articuler une idée, c'est-à-dire que tu ressens, que tu penses, mais comme tu n'as pas le mot, tu n'arrives pas vraiment à la définir. Et ça, je trouve ça passionnant parce que c'est assez rare finalement d'avoir cette capacité de trouver un nouveau mot, un nouveau concept qui dit c'est tellement on point. Désolé pour l'anglicisme. Et ce mot, c'est l'osium. Osium, tu dis ça ? Osium, moi je disais otium, donc autant dire que... soyons libres, ceux qui le sentent peuvent dire otium. Alors ça s'écrit otium. Avec un T-I, donc tu peux le prononcer osium. S, mais... Qu'est-ce que c'est que l'osium ? L'osium. Mais très concrètement, l'osium, c'est le loisir intelligent. C'est-à-dire, c'est la part, dans le temps libre, c'est la part du temps que tu utilises pour développer ton intelligence, c'est-à-dire au sens très large du terme, pour développer ta conscience. Tout ce qui te permet finalement d'avoir un rapport éclairé, lucide avec le monde extérieur, avec toi-même aussi. Donc tout ce qui développe ton imaginaire et ce qui développe aussi ton discernement. Donc en fait, ça a l'air simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. La clé, c'est dans le temps libre. Donc, c'est pas un temps qui est contraint. C'est pas le temps du travail où tu es contraint par des choses extérieures, par d'autres intérêts. C'est pas le temps où tu utilises pour satisfaire les besoins biologiques, les besoins nécessaires. C'est le temps où tu es vraiment libre, où tu es comptable. Tu n'as pas de compte à rendre sur ton temps. C'est le temps arbitral, en quelque sorte. Et dans ce temps arbitral, il y a une grande partie qui sert au divertissement, donc te laver la tête, faire des conneries, te détendre. Mais il y a une partie de ce temps qui doit être utilisée idéalement pour développer ta conscience, ton intelligence, et c'est dans le temps libre que tu peux mieux le faire. Ça, c'est un postulat de la théorie de l'osium, c'est que ce temps libre-là, il est singulier parce que c'est celui où ta conscience, ta créativité de conscience libre est au maximum en fait. Et le grand problème de notre époque, c'est que ce temps-là, ce temps du loisir intelligent, n'est pas du tout valorisé. Et il n'est même tellement pas valorisé qu'il n'est même pas nommé. Il n'y a pas de mot pour qualifier cette partie du temps où on s'engage dans le développement de son intelligence. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, évidemment que nous avons tous un loisir intelligent, des tas de situations où on fait fonctionner notre conscience dans notre temps libre, mais comme on n'en a pas vraiment conscience, on ne l'a pas identifié, on ne l'a pas nommé, et que c'est dans les représentations sociales, ça n'est pas valorisé, ben c'est très compliqué de le défendre vis-à-vis des autres, et de le défendre même vis-à-vis de soi. Et ça crée un espace totalement de liberté sauvage pour les industries de la captation du temps de cerveau disponible, en fait. Voilà le pitch. Et alors, justement, à ce moment-là, il faut bien que je précise, parce que ça va être extrêmement important dans le reste de la conversation, quand on n'est pas en train de développer un nouveau mot, c'est pas du développement personnel, c'est un mot qui date d'il y a des milliers d'années, en fait, qui a été inventé par des Grecs, mais c'était pas le même mot, peut-être que tu peux nous repréciser, oui, tout à fait, qui a été transformé par les Latins en otium. C'est ça. Alors, effectivement, c'est un mot très très ancien, c'est une attitude mentale très très ancienne qui, dans l'Antiquité, était extrêmement valorisée. Donc, non seulement elle était nommée, mais elle était valorisée. Et les inventeurs de ce loisir intelligent, de cette idée que le loisir intelligent a de la valeur, ce sont les Grecs. Ce sont les Grecs qui sont en même temps, comme tu sais, les inventeurs de la philosophie, donc de la quête de sagesse. Donc au fond, le loisir intelligent des Grecs qu'ils appellent la skolé est tout simplement la désignation du temps qui est nécessaire
pour se livrer à l'activité philosophique, en fait. C'est ça. Les Grecs inventent la philosophie, mais ils inventent aussi l'idée que c'est important d'y consacrer du temps. Et c'est une spécificité grecque. Ça dure quelques siècles, 2 siècles, autour du 5e siècle jusqu'au 3e siècle. Et assez vite, finalement, ça retombe dans quelque chose de secondaire. Parce qu'au fond, l'homme est d'abord orienté par une nécessité qui est sa nécessité vitale. Il doit consacrer une grande partie de son temps, de son énergie à assumer ses besoins vitaux. Donc, le besoin de prendre du temps pour développer sa conscience, mais il va assez vite être réservé à ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens matériels. Et au moment des Romains, l'osium, la scolée qui devient l'osium, reste valorisé, mais pour un tout petit nombre de gens. C'est-à-dire les quelques philosophes, les quelques grandes figures, Sénèque, Cicéron, Marc Aurèle, qui ont le temps de le faire et qui considèrent que c'est important. Mais même pour ces gens-là, cette activité passe après le fait qu'on ait rempli ses activités sociales, qu'on ait rempli ses nécessités politiques, ses nécessités matérielles. Quand on a rempli ces choses-là, on peut se livrer à l'osium. Donc il y a entre les Grecs et les Romains une sorte de déplacement d'importance dont nous sommes toujours tributaires. En fait, finalement, on est toujours sur le logiciel romain d'un osium qui est prestigieux, mais qui est considéré comme secondaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans l'osium? Donc en fait, parce que moi j'avais l'impression qu'il y avait aussi une grosse partie de contemplation, donc en fait quasiment de méditative, donc la méditation. Je sais pas si écouter des podcasts ça en fait partie, mais d'une certaine manière, enfin ça dépend des podcasts par ailleurs, je pense. Mais donc de prendre le temps de réfléchir aux choses. En fait, finalement, c'est un peu ça. Tu as parlé du développement personnel, de toute évidence, ça en fait partie. C'est une première étape de cette démarche d'osium, c'est créer une sorte d'harmonie avec soi-même et se donner la possibilité de développer toutes ses facultés, et au premier rang desquelles les facultés de l'imaginaire, de la conscience, tout ce qui te permet de créer un rapport au monde qui soit harmonieux, qui soit fondé sur la lucidité, la quête de vérité, mais aussi la possibilité de développer un imaginaire, de développer des choses qui ne sont qu'à toi, en fait. Donc, très concrètement, c'est une démarche qui vise à créer du bien-être, en fait, ce qui est la démarche du développement personnel. La différence avec l'osium, c'est que ça ne s'arrête pas à la personne, à l'individu. Certes, il faut être bien avec soi-même, il faut développer un fort intérieur, un libre arbitre, mais l'objectif, et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'Antiquité, l'objectif, il est quand même social, il est quand même lié au développement de ce que dans l'Antiquité on aurait appelé la cité, c'est-à-dire le bien commun en quelque sorte. L'idée de s'améliorer pour être une meilleure personne, c'est aussi pour être un meilleur citoyen. Et c'est là que c'est intéressant aujourd'hui, c'est que effectivement on parle beaucoup de développement personnel et ça correspond à un besoin des gens, mais beaucoup ne s'y retrouvent pas parce qu'au fond, on voit bien que si on s'arrête au développement personnel, on reste dans une sphère un peu égoïste, un peu égotiste, un peu individualiste. Et on voit bien que le compte n'y est pas. On a envie d'autre chose, on a envie d'œuvrer pour la communauté quand même, sa communauté proche, mais aussi la communauté en général, la société. Et voilà, donc l'osium est intéressant parce que ça nous permet finalement de nommer quelque chose que l'on désire et qui a un vrai enjeu politique au fond. Et alors moi, vraiment ce qui m'a le plus choqué, d'ailleurs pour te dire, j'ai diffusé la première page de l'osium du peuple, ouais. Et j'ai eu un nombre de retours qui me demandaient la référence du livre, c'était incroyable. C'est vrai. Ouais, vraiment c'était hallucinant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir et de comprendre que le négoce, en fait, c'est le négocium. C'est la négation de l'osium. Donc, en fait, le commerce, au final, je sais pas comment on dit en anglais, mais oui, le marché. Le marché, c'est la négation de ce truc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment notre société elle a dérivé vers un marché bien avant l'ultralibéralisme des 70. En fait, ça a dérivé depuis les latins vers l'importance, c'est le commerce, l'importance, c'est le marché, l'importance, c'est l'argent. Et donc, ça s'est dérivé au fur et à mesure depuis ce moment-là. Donc, en fait, c'est très, très vieux, finalement. Ce qui est intéressant, ça, en fait, c'est une histoire de mots.
Et on sait bien, en psychanalyse, quand on n'a pas un mot pour désigner un problème, on n'avance pas. Et quand on creuse un peu cette histoire de marché et finalement de cet envahissement non seulement du marché, mais aussi des valeurs du marché ou des anti-valeurs du marché dans la totalité des domaines de l'existence, c'est-à-dire la rapidité, c'est l'utilitarisme, le matérialisme, l'idée qu'il ne faut pas avoir de temps, il ne faut pas prendre de temps pour réfléchir, il faut être dans un objectif, il faut que ça serve à quelque chose. Toutes ces anti-valeurs ont imprégné la totalité de nos existences et on est à un point de suffocation parce qu'on s'aperçoit que cet envahissement, cette hégémonie, finalement, elle nous mène à la catastrophe. Clairement, j'en parle dans le livre, la catastrophe environnementale, elle vient de cette vision sélective de la rationalité et du règne du marché. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que effectivement, cet osium, il est comme un passager clandestin dans notre vocabulaire, qu'on l'utilise déjà à travers le négoce. Le négoce, c'est-à-dire, tu l'as dit, c'est fondé sur la racine latine nec, la négation, et osium. Donc ça veut dire qu'on comprend que le marché c'est le négoce et c'est la négation de l'osium, on comprend que le marché a intérêt à nier cette part qui est le plus essentielle dans nos existences, en fait. Et quand on comprend ça, on a un effet de dévoilement, en fait. On se dit, voilà, et on a compris que cette entrée sémantique nous permet d'utiliser une espèce de levier qui conduit pas forcément à renoncer au marché, parce que c'est là que je me distinguerais d'un discours radicalement communiste ou marxiste. Anticapitaliste. Ouais. Anticapitaliste. Je pense que le marché, si tu regardes l'histoire du monde, les rapports entre les sociétés et les gens sont essentiellement fondés sur de la prédation et de la guerre et de la violence. Dans l'histoire du monde, le marché, malgré tout, est une source d'apaisement, pour autant que le marché soit très contrôlé, il soit très encadré par un État qui est très redistributif, etc. Je pense qu'au XXIe siècle, en France, en tout cas en Europe, considérant l'histoire du monde, finalement, on est arrivé à une sorte d'équilibre. On peut certainement améliorer, et il faut améliorer. Il y a des situations qui sont intolérables, mais la base est bonne et celle-là. Donc je pense que la question, c'est plutôt réduire la part des valeurs du marché, les réduire au marché, c'est-à-dire dans des domaines comme la culture, la santé, l'éducation, l'art. C'est évident que ces valeurs du marché doivent être réduites au maximum pour retrouver les valeurs de l'osium. Et je terminerai sur cette question sémantique avec un point qui touche beaucoup les jeunes, pour faire comprendre que ce mot, ils l'utilisent déjà, en fait. Souvent, quand ils défendent quelque chose, et quelquefois c'est lié à des choses un peu triviales, une soirée avec des copains, etc., qu'est-ce qu'ils disent à leurs parents ? Ça, ma soirée avec mes copains, elle n'est pas négociable. Donc, ils utilisent le mot sans savoir, de négation, pas négociable, donc c'est de l'osium. C'est un truc que j'ai pas envie de négocier parce que c'est une chose importante. Et je pense que tu vois là, si on repère tous ces petits éléments-là dans notre vocabulaire, qu'on fait le lien avec cette espèce d'état de suffocation où on se trouve, mais on n'arrive pas trop à trouver une voie à titre personnel pour essayer de modifier les choses, si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit que cette histoire d'osium, elle peut être une des voies. Je dis pas c'est la solution, mais encore une fois, nommer les choses, ça peut aider. Et ça ne m'étonne pas que tu me dises, voilà, il y a eu un succès extraordinaire, les gens veulent savoir d'où ça vient. Donc, je pense que bon, ça fait quand même un moment que je travaille là-dessus. Ça fait 15 ans. Pour moi, c'est un vieux sujet, mais après le Covid, je veux dire, il y a eu un effet d'actualité que je n'avais pas mesuré. Alors, pour raconter une petite anecdote amusante, à la sortie du premier livre, parce que j'ai fait un premier ouvrage chez Actes Sud, un ouvrage plus académique, plus historique, qui était le fruit de mes travaux universitaires, et il est sorti en février 2020, 2 semaines avant le premier confinement. Donc c'était le mien est sorti en mars 2020, donc si tu veux, c'est un truc de dingue. Je suis quand même interviewé par Elisabeth Quint sur Arte, qui m'interroge à distance. Tu vois, là, c'était les premiers Zoom. J'étais au fond dans ma chambre, il n'y avait pas de lumière, ça faisait vraiment fond d'un aquarium. Elle me dit, c'est super. Vous avez peut-être été un peu fort à Actes Sud avec votre plan com, parce que là, il y a 2 milliards de gens qui se retrouvent bloqués chez eux, en situation d'osium forcé. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et évidemment, j'étais très mal à l'aise parce que je m'étais pas du tout attendu à un truc pareil. Surtout, je voyais que les librairies allaient être fermées et que mon bouquin serait pas vendu. Ouais. Mais je me dis, écoutez, c'est intéressant de commencer à regarder ce qui va se passer. Comment les gens vont réagir. Et évidemment, j'ai regardé, j'ai vu que ce temps disponible, il accablait les gens. C'est-à-dire, les gens qui étaient au chômage, bloqués chez eux, ils savaient pas quoi faire, ils étaient complètement angoissés. Les gens qui faisaient du télétravail, ils avaient l'impression d'une sorte de liberté et en fait, c'était d'une charge mentale complète. Toutes les cartes ont été redistribuées dans le rapport des gens au temps. Et maintenant, c'est un peu là qu'on est. C'est quoi le monde d'après ? Comment on fait ? Quel est le rapport avec ce temps qui est si précieux ? Comment on essaie d'être plus lucide dans une société où les fake news, où la vérité devient une opinion ? Comment on fait avec tout ça ? Et il me semble que la première chose, c'est déjà commencer à accorder de l'importance à ce fameux temps libre dont on dispose, et on en a beaucoup en Occident, et comment on en sacralise, on en ritualise une petite partie pour vraiment réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on veut, et comment on agit pour le bien commun. On en a beaucoup, mais en fait, il est complètement mangé, ce temps libre, par ailleurs. Il est mangé par les réseaux sociaux, il est mangé par Netflix, il est mangé... on ne se rend même pas compte qu'on a beaucoup de temps libre, au final. C'est un élément central de ma démonstration. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui avant pouvait correspondre à une sorte de confort mental, oui, on a de l'otium, on n'a pas de l'otium, on va aller mieux. Là, le sujet, il relève de la santé mentale. C'est-à-dire que avec l'envahissement des réseaux sociaux et l'arrivée d'un modèle économique qui est fondé sur la publicité, donc qui est apparemment gratuit, mais qui vend ton temps de cerveau disponible, là, c'est ce temps-là, la totalité de ton temps libre qui est menacée par la prédation des réseaux. Alors pour les adultes comme nous, les gens qui sommes nés avant les réseaux, on a quand même encore quelques clés et encore. Mais les jeunes, les plus jeunes, là d'ailleurs on en parle maintenant, c'est devenu un enjeu de santé publique. Comment faire pour que les jeunes retrouvent le goût de lire, le goût de construire leur conscience et leur libre arbitre. Et donc cette histoire d'otium qui pouvait paraître une sorte de luxe il y a quelques années, aujourd'hui je pense qu'elle est vraiment un moyen de se saisir des enjeux sociétaux, des enjeux mentaux et in fine des enjeux démocratiques. Et oui, parce qu'en fait, si je me trompe pas, mais tu vas me dire, les mots otium et démocratie sont liés en fait pour les Grecs, non ? C'est complètement... Alors je dis pour les Grecs, mais otium c'est oui, pas grec, mais tu as raison. Les Grecs inventent la scolée, la philosophie, et ils inventent aussi la démocratie. Et pourquoi ? Parce que les deux choses sont tout à fait liées. Au fond, les Grecs, ils ont inventé la démocratie pas pour des raisons gratuites, c'est parce qu'ils étaient contraints par la guerre que leur faisaient les sociétés voisines. Ils ont dû s'entendre. Le monde grec, c'était une multitude de micro-sociétés qui étaient plus ou moins équivalentes. Ils ont dû s'entendre, et ils ont dû s'entendre sur une base qui était, nous sommes tous égaux, on doit renoncer à nos mythes, à nos religions, on doit fonder notre dialogue commun sur de la rationalité, sur de l'enquête, sur le réel, pour s'unir et ensuite combattre les autres. Et donc, la philosophie, donc cette quête de sagesse fondée sur une enquête objective, elle est liée à la nécessité d'un régime qui est la démocratie, où tout le monde est égaux et où le seul élément sur lequel on peut s'entendre, c'est la rationalité philosophique en question. Donc les deux systèmes sont très liés. Et d'ailleurs, dans les dictatures, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de recherche de vérité autorisée. Tu vois, donc tout est très lié. C'est pour ça aussi qu'une démocratie comme la nôtre, qui croit pouvoir ne pas encourager les gens à réfléchir et à ne pas être dans les préjugés et à ne pas fonder leur rapport au réel sur l'observation rationnelle, délibérative, eh bien c'est une démocratie qui est vouée à sa perte. Parce que à un moment donné, ce qui va être déterminant, c'est de nouveau le rapport de force. C'est des gens qui vont être capables d'imposer leurs opinions. On est en démocratie, donc ils l'imposeront grâce à des moyens liés à l'influence. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Le populisme. Des choses qu'on connaît très bien, d'ailleurs, qui sont parfaitement documentées. On en a déjà été les témoins historiquement. Donc, les philosophies otium et démocratie sont absolument intimement liées. Est-ce que ça expliquerait la montée de l'extrémisme en Occident ? C'est pas le seul élément, bien sûr, mais est-ce que ça pourrait être un des éléments ? C'est-à-dire que les gens n'ont plus vraiment la capacité de réfléchir, n'ont plus le temps, en fait, on ne le favorise pas et on ne l'encourage pas. Et au final,
Après, on est privé des moyens, donc ça c'est encore une autre histoire, mais enfin privé des moyens. C'est-à-dire qu'avec la manipulation des réseaux sociaux, on est de plus en plus privé de réfléchir d'une certaine manière. Les bulles de filtre, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on est privé de réfléchir. Mais est-ce que ça ne serait pas une des explications de la montée de l'extrémisme, d'une certaine manière ? Mais l'extrémisme, c'est toujours en fait le choix de ne pas avoir une vision complexe des choses, de ne pas être dans l'empathie, ne pas être dans la compréhension. C'est la fascination pour la solution simplifiée, la grille de lecture du monde qui te remplit toutes les cases, qui te répond à toutes tes questions, mais d'une façon tellement élémentaire, qui est rassurante au plan de la conscience, parce qu'on se dit, là, on a une réponse. J'ai compris. J'ai compris, donc... Et pourquoi ? Parce que ça renvoie aussi à quelque chose qui est de l'ordre de l'anthropologie. Réfléchir, accepter que les choses ne sont pas si évidentes et qu'on doit faire un effort de concentration pour comprendre, c'est un effort. C'est un effort et c'est une angoisse parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la réponse. Et la vérité, c'est que la réponse, il n'y a pas de réponse définitive et que c'est une quête constante. Or, c'est humain, à un moment donné, on a envie de se poser, on n'a plus envie de réfléchir à tout ce qui nous entoure, on a envie de choses solides, on a envie de réponses collectives. C'est pour ça que les religions ont été si décisives pendant si longtemps, parce que les religions propose un catalogue de réponses plus ou moins établies et qu'elle laisse plus ou moins d'espace à la conscience individuelle. Pourquoi est-ce que les religions reviennent aujourd'hui ? C'est parce qu'elles répondent aussi à une angoisse ou même des gens de bonne volonté qui veulent réfléchir, qui veulent trouver des solutions, n'en trouvent pas. Et la religion est une des réponses acceptables et confortables aussi. Il y a aussi un système de valeurs qui est lié, parce que moi j'ai l'impression, tu vois, que le négoce lié pour le coup à l'ultralibéralisme, on est arrivé dans une situation où, en fait, on n'a plus de système de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, le seul système de valeurs quasi, j'exagère, mais quand même, c'est pas loin de ça, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est pas une valeur. Donc, en fait, on est dans un système où on n'a plus trop de valeurs. Le seul truc qu'on favorise, privilégie, c'est effectivement l'accumulation d'argent. Et on le voit dans la politique, on le voit à tous les endroits, toutes les décisions qui sont prises. Je pense dernièrement à la décision sur l'agriculture. C'est des décisions court terme, basées sur l'argent. Il n'y a pas de réflexion, en fait. C'est très étrange. Et je me dis, est-ce que c'est pas lié d'une manière ou d'une autre, tu vois, le fait qu'on oublie ce temps long de réflexion, même au niveau des politiques qui essayent de faire du court terme. Tu as tout à fait raison, et c'est pour ça qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué avec l'Osium. C'est pas seulement une démarche de réflexion, c'est une démarche qui a un contenu et qui est liée à un concept aussi très important qui est le désintéressement. C'est-à-dire que l'Osium est lié à la philosophie, et la philosophie, c'est la recherche de la vérité, mais le seul intérêt, c'est la vérité elle-même. C'est-à-dire, dès qu'il y a un intérêt extérieur, on n'est plus dans la vérité, on est simplement dans la satisfaction de cet intérêt. Donc là, l'Osium crée un espace de désintéressement où tout est possible et justement, on n'est pas lié à un intérêt, à la recherche d'un intérêt particulier. Et je pense que réintroduire cette idée de loisir intelligent aujourd'hui, lié au désintéressement, c'est redonner une valeur à ce qui n'est pas le marché, à ce qui n'est pas le court terme, à ce qui n'est pas la recherche de l'intérêt matériel, qui est le désintéressement. Et le désintéressement, il est très présent, par exemple, dans le tissu associatif. Le tissu associatif, qui est très riche et très actif en France, les associations fondées sur des démarches qui sont désintéressées, qui sont peu ou prou liées, qui contribuent au bien commun. Et ça, je pense que on a la possibilité, à titre individuel, d'intégrer cette part de désintéressement dans notre action. On a des tas c'est tout ce qui relève des actions de gratuité, d'engagement, de générosité. Mais je pense qu'on a aussi la possibilité de créer des collectifs. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Osium, c'est pas seulement une démarche individuelle et finalement un peu individualiste. C'est la possibilité de se réunir avec des gens qui ont la même ambition et de produire des réflexions, notamment dans le domaine de l'environnement. Il y a des quantités de groupes qui se constituent, qui essayent de penser différemment du mainstream. Et là, on a, dans des petites unités, on a la possibilité de vraiment changer les choses au niveau à des petites échelles. Enfin, les grandes rivières viennent de petits cours d'eau. Donc, tu vois, là, on a un vrai marge de manœuvre qui nous permet de déployer un Osium
liés à ce désintéressement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors tu fais quoi cet après-midi? Je prends soin de mon otium. C'est ça? Alors c'est drôle parce qu'évidemment on me demande toujours c'est quoi, oui, tu bosses sur l'otium, mais finalement c'est quoi ton otium, etc. Bon, alors, mon otium c'est simple, moi je suis payé pour travailler, pour lire, pour écrire, moi aussi. pour être tout le temps, voilà, on est tout le temps, finalement on est tout le temps dans l'otium. Je dirais qu'au fond c'est plutôt, et là c'est un petit pas de côté. Ce qui compte, c'est plutôt le regard qu'on fait sur les choses. Et à la limite, je pense qu'on peut être dans son boulot, donc on est payé pour ça, on est contraint, etc. Mais je pense que l'otium, c'est d'abord un mode de regard sur les choses, une ouverture, un désintéressement, une empathie, une capacité de faire un petit pas de côté. On pourra dire que c'est l'ouverture d'esprit, etc. Mais dès lors qu'on peut la nommer, on la relie à toute cette tradition et on la relie aussi à un enjeu politique. On se dit, c'est important de pouvoir penser de cette façon-là parce que ça peut faire du bien à la société et peut-être à la planète, tu vois. Donc, je dirais, être dans l'otium, c'est essayer de penser un peu différemment les choses. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, vraiment, je trouve que le fait de mettre un mot dessus, du coup, ça éclaire énormément. C'est fou, en fait. Ouais. Et le fait de comprendre que c'est l'inverse du négoce, ou que le négoce, c'est plutôt l'inverse de l'otium, ça joue énormément. En fait, ce que tu dis, c'est que, en fait, cette vie active qu'on a aujourd'hui, hyper active, même parfois, on est dans l'optimisation de l'apprentissage. Enfin, finalement, on est tellement là-dedans qu'on essaye d'optimiser notre otium. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Oui, optimiser ou être dans une démarche de négoce, même dans les espaces qui devraient être réservés à l'otium, en fait. C'est ça, en fait. C'est très, très étrange. C'est très étrange parce qu'au fond, c'est un peu dans l'ADN aujourd'hui du modèle scolaire. Parce qu'au fond, la fameuse scolée, on la retrouve aujourd'hui dans l'école. Ah, scolaire, c'est scolaire. Scolaire, ça vient de là. Et d'ailleurs, ça en dit long. C'est-à-dire qu'au fond, notre société tolère toujours un espace dédié à l'otium, dédié au développement de la conscience, du fort intérieur, mais c'est limité à la jeunesse. C'est limité à l'enfance et à la jeunesse. À 18 ans, t'as ton bac. Et par ailleurs, on leur apprend pas ça non plus. Mais et alors justement, le fond de l'école, est-ce qu'il est encore dans ce qu'a voulu les Grecs avec la scolée, c'est-à-dire éveil d'un individu qui est capable de penser par lui-même. Au fond, c'est ça, au fond, la démarche philosophique, etc. L'école, malgré tout, elle doit répondre aux injonctions de la société, qui est de dire, il faut former des gens qui vont avoir un boulot. Et je pense que l'école s'est peut-être laissée un peu trop submergée par cette injonction, et elle a peut-être un peu trop renoncé à l'idée qu'il fallait d'abord des esprits bien faits, des esprits qui étaient capables de penser par eux-mêmes, c'est-à-dire des esprits qui sont capables aussi d'assumer leurs choix, leurs pensées. Et donc, si on veut que la société se réacclimate un peu à un mode de pensée émotiomique, moi je crois beaucoup à la façon dont l'école peut changer un peu la donne. Alors tu me diras, c'est pour les générations suivantes, mais c'est déjà pas mal. Puis l'école a un effet aussi exemplaire pour la totalité de la société, et notamment pour l'éducation des adultes. Il y a toute une démarche aussi qui peut toucher les adultes. Donc introduire un peu plus d'otium à l'école, notamment, et j'en parle beaucoup un peu moins dans ce livre-là, mais dans le précédent, avec l'éducation artistique, c'est-à-dire redonner de la place à l'art, à la créativité artistique, qui justement échappe au schème utilitariste. Parce que l'art, ça sert à rien, on sait très bien. Oui. Mais c'est ça sa force, c'est ça son génie. C'est parce que ça ne sert à rien, c'est un formidable espace d'invention existentielle pour développer toutes ses possibilités mentales, sa mémoire, sa sensibilité, son empathie. Enfin, on a dit 1000 fois le rôle, la puissance que l'art pouvait avoir pour éveiller toutes ces facultés-là, précisément parce que il n'est pas dans le cadre utilitariste, on peut peut-être créer une espèce de zone un peu, une sorte de bulle au sein de l'éducation nationale, où ces valeurs de l'otium pourront essaimer dans d'autres disciplines, à la limite aussi. On peut être... c'est-à-dire avoir un rapport un peu désintéressé à la connaissance. Et le drame des gosses aujourd'hui à l'école, ils disent « Mais monsieur, ça sert à quoi ?» ou « Madame, vous nous enseignez ça, mais ça me sert à quoi ?» Quand... ils auront compris ce que c'est l'otium, ils ne demanderont plus ça, parce qu'ils auront compris que ça les aide à se déployer, et ça les aide à avoir une pensée qui cadre un peu moins avec le marché. Mais aujourd'hui, l'école, c'est surtout une machine à formater, au final, pour faire du négoce. J'ai l'impression. Alors, je serais un peu moins radical, vu de l'extérieur, parce que en fait, je suis chercheur, mais j'ai eu un long moment dans ma vie où j'étais un peu expert du gouvernement. J'étais
en l'occurrence rapporteur général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. C'est très impressionnant. Mais en gros, c'était un job complètement bénévole que je faisais pour une sorte de think tank public qui a été créé en 2005 et qui est au cœur des deux administrations culture et éducation nationale pour faire le lien entre les deux univers et pour promouvoir la place de l'art. Donc c'était constitué d'intellectuels, de chercheurs, d'artistes, de profs, une sorte de mini-parlement. Et pendant 6 ans, on a fait un énorme audit de ce problème de l'art à l'école. Et j'ai pu voir sur le terrain combien, au fond, certes, le système ne va pas tellement dans ce sens-là, mais in fine, tu as des tas de profs qui sont complètement investis là-dedans, qui font un boulot extraordinaire. Et je dirais, le gros du système, il repose sur ces profs-là, souvent, qui en font beaucoup plus, etc. Ouais, donc, je jetterai pas la pierre au système. Je pense que, déjà, il faut mieux reconnaître la place de l'éducation dans notre société. Et pour moi, ça passe par un choc des rémunérations. C'est un mot que j'aime bien. C'est l'idée que, voilà, il faut que les profs soient mieux reconnus et ça passe par une meilleure rémunération. Et après, on pourra en reparler du contenu et de ce qu'on leur demande et comment l'école peut évoluer. Donc, il faut déjà commencer par ça. Oui. Mais moi, je pense que les gens qui, aujourd'hui, sont profs, qui vont, en dépit de toute la difficulté, qui décident de faire ce choix-là, c'est vraiment des gens, c'est des croyants. Ils ont c'est un sacerdoce. Donc, si déjà on peut entretenir cette flamme-là et peut-être avec une meilleure reconnaissance, notamment matérielle, déployer cette flamme, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires. Est-ce que l'art, parce que tu en parlais, ça pourrait être un vaisseau pour expérimenter l'osium aujourd'hui, c'est-à-dire dans nos vies modernes un peu qui vont à 100 à l'heure? Est-ce que se poser pour dessiner, écrire, faire de la musique, enfin peu importe la forme d'art que tu prends, mais est-ce que ça serait pas justement un bon moment? Et on dit ça souvent, tu vois, il y a des gens qui disent moi quand je dessine, quand je fais de la musique, je m'en vais, c'est quasiment méditatif au final. Bien, évidemment. Et si tu réfléchis, l'osium, si on considère que c'est tout ce qui développe ta conscience, c'est-à-dire ton intelligence, ta sensibilité, ton discernement, mais aussi ta sensibilité, ton imaginaire, tout ce qui te permet d'avancer un peu, de voir un peu les choses différemment, c'est clair que moi, je vais plutôt penser à un livre, ou je vais plutôt penser à aller à un spectacle, mais une activité artistique, même si on réfléchit pas, même si on laisse vagabonder de façon méditative, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Une autre porte d'entrée aussi, c'est le contact avec les œuvres. C'est-à-dire, je me bats beaucoup pour l'éducation artistique. Je pense que la meilleure éducation artistique, c'est aller in situ, là où sont les œuvres, dans les ateliers des artistes, créer ce contact direct. Et au fond, et c'est un truc que je dis souvent, c'est voir une œuvre, un tableau, écouter une musique, vous pouvez très bien passer à côté et ça peut vous laisser tout à fait indifférent ou ça peut changer votre vie. On a tous des souvenirs de moments, on ne sait pas pourquoi, ou dans notre parcours scolaire, on a eu un prof qui nous a emmenés dans un musée, qui nous a emmenés dans un spectacle et on ne sait pas pourquoi, mais il s'est passé un truc, on a fait un switch, on a acquis une meilleure conscience des choses et ça a plus ou moins changé le cours de notre vie. Je pense que oui, l'art peut être une très bonne porte d'entrée. Alors, c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se dire on reste confortablement dans la sphère artistique, il y a la sphère artistique et puis il y a la vraie vie. Oui. Je pense que ce qu'on a réussi à capter comme mode de pensée désintéressé, osiomique dans l'art, il faut pouvoir le transférer dans d'autres domaines de son existence. Mais tu parlais des jeunes tout à l'heure, il y a cette expression qu'utilise Michel Maffezoli, qui dit que maintenant les jeunes veulent faire de leur vie une œuvre d'art. Tu vois, lui il parle de postmodernité, j'imagine que tu connais un petit peu ces théories. Bien sûr. Et Michael, donc qui m'a parlé de ton bouquin, c'est un élève. Non, mais je comprends mieux. Michel. Alors, oui, d'accord. Voilà. Et en fait, lui dit, gagner sa vie, perdre sa vie à la gagner, etc. Tout ça, c'est des trucs du XXe siècle. Aujourd'hui, dans la postmodernité, les jeunes, ils veulent faire les jeunes at large, bien sûr, ils veulent faire de leur vie une œuvre d'art. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu lié d'une certaine manière? C'est-à-dire qu'en fait, on est une sorte de rejet. On comprend ce concept, c'est-à-dire que d'une certaine manière, sans avoir le mot, on ressent, et c'est sans doute pour ça que c'est sans doute pour ça que les gens qui me suivent sur Instagram et qui ont vu cette première page de livre ont tellement réagi. En fait, ça
ça résonne, quoi, tout simplement. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que les jeunes ont beaucoup à nous apprendre sur ce sujet et je pense qu'au fond, ils sont déjà dans la révolution de l'otium. Et on l'a vu à la sortie du Covid, quand le marché de l'emploi était un peu au plus bas et qu'ils étaient en position de force. Les primo entrants dans le marché de l'emploi, ils ne demandaient pas des salaires monstrueux, ils demandaient un mode de vie, ils demandaient du temps pour eux. Ils voulaient bien faire le boulot et qui leur apporte une indépendance matérielle, mais ils voulaient aussi du temps pour leur vie familiale, pour leur vie personnelle, pour s'engager dans des causes, etc. Ça faisait partie des éléments de négociation de l'emploi. Et donc ça, je pense que c'est un changement qui va dans ce sens-là, l'idée que la vie, elle est ce qu'on en fait, et qu'elle correspond à une forme aussi, à la forme du temps qu'on lui donne, c'est-à-dire comment on répartit les différents temps, et à une forme de ritualisation. Et dans mon livre, tu l'as vu évidemment, il y a un long passage sur les derniers travaux de Michel Foucault. Oui. Qui porte exactement sur ce sujet. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la sexualité. Alors, Foucault a consacré ses dernières années à cette histoire. Mais au fond, c'est pas l'histoire de la sexualité qu'il traite. C'est l'histoire du mode de vie, de la façon dont on peut créer sa propre vie, comment on y réfléchit à sa vie. Et il se trouve que les écrits sur lesquels il a travaillé, et c'est-à-dire les écrits qu'écrivaient les contemporains de l'époque romaine pour réfléchir à leur comportement, portaient souvent sur la sexualité. C'est vrai que là, il y en a une source d'information considérable. Mais au fond, au-delà de la sexualité, ces Romains, ils réfléchissent d'abord à leur comportement, à la façon dont ils vivent et comment ils peuvent améliorer leur comportement. Et la dimension artistique est centrale dans leur démarche. C'est-à-dire, c'est pas la dimension artistique au sens dandy qu'on a pu reprocher à Foucault d'ailleurs. C'est une morale de dandy, etc. C'est une esthétisation. Non, l'esthétisation, elle est réelle, mais elle se situe au niveau de la forme que l'on donne à son existence, au rite que l'on va intégrer dans son existence pour accéder évidemment à une démarche éthique. C'est-à-dire l'esthétique et l'éthique marchent du même pied. C'est-à-dire on est d'abord dans une démarche esthétique, c'est-à-dire on organise son temps, on ritualise, on sacralise des moments pour être vraiment attentif, pour être vraiment impliqué, pour se donner à fond. Mais l'objectif, il n'est pas purement formel. Il est évidemment de progresser, d'aller vers le bien, d'aller vers une sorte d'harmonie. Et je pense que les jeunes qui veulent faire leur vie une œuvre d'art, mais ils ont compris cette leçon des stoïciens, au fond, parce que ce sont les stoïciens qui sont le plus loin dans ce registre, c'est qu'il faut accorder beaucoup d'importance à la forme pour pouvoir dégager de l'énergie sur le fond. Par contre, le seul problème, c'est que le temps qu'ils sont en train de libérer, finalement, il est complètement mangé de l'autre côté par les réseaux sociaux et par Netflix. Alors c'est ce qu'il y a de plus redoutable, c'est-à-dire que au fond les industries du divertissement elles se développent à partir du cinéma dans les années 20, 30. C'est intéressant d'avoir un regard un peu allongé là-dessus et elles se développent aussi à un moment donné où le droit du travail s'impose, les années 30, le Front populaire, les premiers congés payés, donc énormément de temps libre à des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du temps libre, dont la vie est essentiellement dominée par le travail ou les tâches vitales. Et là, les industries du divertissement s'engouffrent. Le cinéma et plus tard la télévision avec une puissance de feu absolument redoutable. Et on se souvient les 3 heures, 4 heures de télévision, la télé allumée en permanence dans nos foyers. Avec les écrans, avec le smartphone et la connexion continue, là on est passé à une vitesse encore supérieure, c'est-à-dire que la totalité non seulement du temps libre mais du temps de conscience peut être absorbée et est absorbé chez certaines personnes par ce système de captation délibérée du temps qui est d'autant plus redoutable que c'est le modèle économique de ces sociétés, c'est-à-dire les plateformes, et ça Bruno Patino, le patron d'Arte qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus, l'explique très bien. Il y a eu, à un moment donné, ces entreprises ont pu faire un choix. Elles auraient pu rester dans le modèle de l'abonnement, ce qui fait que quand tu payes un abonnement, tu n'es pas soumis à la publicité, et puis surtout à un mode de présentation des images qui est fait pour te capter un maximum de temps. Elles ont fait le choix du modèle publicitaire.
J'allais être disciplinaire, mais c'est une discipline, mais inversée. Et en faisant ce choix-là, elles se sont engagées finalement à créer un produit qui était conçu pour capter le maximum de temps disponible, qui était conçu pour être quoi ? Et c'est là que finalement mon titre fait sens, pour être conçu pour être une addiction, pour être une drogue. Et au fond, quand j'ai intitulé mon bouquin L'Otium du peuple, en fait, je pensais à sortir de cette idée que l'otium, c'était pour les aristocrates, c'était pour un petit nombre, ce qu'on m'avait beaucoup reproché avec le bouquin. En fait, non, c'est pour tout le monde, c'est l'otium du peuple, évidemment, le lien avec Marx. Or, enfin, ça fait sens aussi avec l'opium, parce que le nouvel opium, c'est les écrans. Et l'opium, pourquoi ? Parce que c'est une addiction. Donc, c'est effectivement, on a du temps libre, on a envie de le développer, on a envie d'être bien, évidemment tout le monde a envie d'être harmonieux, etc. Mais on a cette énorme menace. Donc la réponse, c'est prendre conscience que ce temps-là n'est pas gratuit, qu'il est fait par le négoce, justement. Donc là, on est au maximum de la puissance d'un négoce qui t'absorbe ton otium. Prendre conscience de ça, séparer les choses et commencer à ritualiser ta vie, ritualiser. Je pense qu'1 heure par semaine, déjà si tu te dis, cette heure-là, ça va être mon heure d'otium, je la défends contre tous, contre mes voisins, contre ma famille, c'est mon heure d'otium. Et dans le livre, j'ai trouvé cette image qui est une image presque spatiale, c'est-à-dire cette heure d'otium, il faut l'habiter. Comme habiter un espace, habiter une pièce. Quand tu rentres dans une pièce, tu te comportes d'une certaine façon, eh bien, si tu te figures ton heure d'otium comme un espace à occuper, à organiser, je pense que ça devient un peu plus clair, ça devient un peu moins abstrait, tu vois, ça devient un peu plus concret. Et une fois que tu es rentré dans cette démarche-là, c'est comme quand tu arrêtes de fumer ou tu essaies d'arrêter de fumer, tu sors d'une addiction, je pense qu'il y a un processus vertueux qui se met en place. Plus tu l'auras fait, plus tu auras à mesurer les bienfaits et plus tu auras envie finalement d'aller dans cette direction. Parce qu'on pourrait te dire, finalement, moi, mon otium, c'est de passer du temps sur les réseaux. Ça permet de réfléchir, d'être plus créatif, de m'inspirer, de découvrir, de me connecter. De relâcher, finalement, c'est du loisir. Alors, tout à fait. Là, c'est intéressant de faire référence à ce que je disais tout à l'heure. Le somme, c'est d'abord un regard. Au fond, on peut très bien développer sa conscience en allant sur les réseaux. Et de toute évidence, moi-même, j'ai eu accès à des tas d'informations, des tas d'éléments, des tas de contacts grâce aux écrans. La question, c'est l'usage qu'on en fait. C'est le fait de ne pas rentrer dans une addiction. Si tu es conscient que de telle heure à telle heure, tu vas sur tel réseau et que tu rentres pas dans le cercle vicieux de te laisser attraper par des curiosités multiples qui font qu'au bout de tes 4 heures de scrolling, tu te dis, j'y étais pour une demi-heure. et qu'est-ce que j'ai... Voilà. C'est là, tu vois, il faut être conscient du moment où tu ne maîtrises plus le truc. Mais à la limite, je veux dire, tu peux très bien passer 4 heures à scroller, si tu en retires quand même quelque chose, si tu te dis, j'ai quand même appris des choses, il y a des choses qui ne sont pas inutiles dans tout ça, moi, ça me va très bien. Le programme de l'otium, c'est ne pas être dominé par quelque chose qui te dépasse, rester maître de ton temps et faire progresser ta conscience, ton empathie, ton imaginaire. Si ça passe par une journée entière sur les réseaux, pourquoi pas ? Le problème, c'est que les réseaux, ils sont souvent addictifs et ils sont souvent pas du tout intéressés par développer ta conscience. Non, en général. Après, ça va dépendre des gens que tu suis, mais c'est vrai qu'en général, les algos ne sont pas vraiment faits pour développer ta conscience. Donc, comment on fait pour se libérer, enfin, je ne sais pas s'il y a une technique d'une manière ou d'une autre, mais pour se libérer et revendiquer ces espaces de contemplation? Les stoïciens, ils avaient mis au point une technique qui s'appelle les exercices spirituels. Alors, ils sont surtout connus parce que la religion catholique se les est appropriés, mais au fond, spirituel, à l'époque des stoïciens, ça renvoie à l'esprit, à tout ce qui relève de la conscience, c'est pas la religion. Et en fait, il y a cette idée d'un exercice, et l'exercice, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie aux exercices physiques. Donc, au fond, la bonne comparaison, c'est le sport. Et ça, je crois que ça parle à tout le monde. Je veux dire, quand on veut améliorer sa santé, quand on veut développer certains muscles, on fait des exercices, on en chie, c'est pas agréable, on les fait à certains trucs, on voudrait bien quelquefois faire autre chose, mais quand on les a fait, quand on les a bien fait, on est bien content de les faire, on voit le résultat, on se sent mieux, on est mieux oxygéné, etc. Je pense que faut pas hésiter à considérer son esprit comme une sorte de muscle
qu'il faut développer et auxquels il faut accorder du temps. Et ça passe par des exercices, donc des choses peut-être un peu austères. Moi, je pense qu'une des meilleures entrées, c'est la lecture. La lecture, c'est vraiment l'incarnation de l'osium par excellence. Tu vois un livre, tu peux mesurer, tu peux matérialiser le temps qu'il va falloir pour rentrer dans la pensée de cet auteur qui a mis du temps, qui s'est mis lui-même dans une situation d'osium. Donc, tu te dis un quart d'heure, une demi-heure de lecture qui sont peut-être un peu difficiles. Peut-être où tu prends des notes, où tu essaies d'engager un dialogue avec l'auteur. Maintenant, des tas d'auteurs sont disponibles. Moi, je suis ravi de discuter avec mes lecteurs. Mon adresse mail est en ligne, si on veut m'écrire, et on m'écrit pas mal, et je réponds, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, tu vois, ça peut être une piste, tu vois, d'une façon d'être dans un osium qui te permet finalement, oui, d'intensifier cette évolution de pensée. Mais je pense que l'osium, ça peut être aussi tout simplement les conversations. Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la place de la vraie conversation dans notre société. C'est-à-dire une conversation où tu écoutes vraiment les gens, ce qu'on est en train de faire, au fond. C'est-à-dire où tu écoutes l'autre. Tu sais que l'autre va t'écouter aussi et où tu vas progresser ensemble. Tu vas sortir de la conversation où tu as changé des idées, tu as évolué sur certains aspects, toi-même tu as pu convaincre quelqu'un. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a même pas besoin d'un bouquin, il y a besoin dans le métro, tu peux discuter avec n'importe qui. Et je trouve ça, c'est le plus beau moment d'osium qu'on peut connaître. Ça vient comme ça, c'est deux êtres humains qui se rencontrent, qui vont peut-être jamais se revoir, mais ils ont échangé des idées et voilà. Et ça, c'est dans notre équipement de base, c'est pouvoir converser. J'ai un goût très prononcé, moi, pour la conversation, comme tu auras noté. Mais tu es très osiomique, je crois, en fait. Mais en fait, c'est vrai aussi en dehors des podcasts. C'est-à-dire qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir. En fait, je ne connecte avec les gens que quand je les vois en face à face et quand on a des discussions profondes. Sinon, je ne sais pas vraiment connecter avec quelqu'un, moi. Donc, je comprends. Non, mais je te comprends très bien. On est d'accord. Donc, ça me parle beaucoup. Quelles leçons on peut tirer de l'Antiquité ? Parce on aime bien parler de l'Antiquité, de la démocratie, etc. Mais c'est vrai que ce concept-là, on l'a oublié, entre autres. Je ne sais pas si c'est quelle autre leçon ou quelle leçon on peut tirer de l'Antiquité, finalement, parce que c'est marrant, c'est comme si on revenait à une forme de sagesse ancestrale, d'une certaine manière. C'est clair que l'Antiquité invente une forme de sagesse qui a été très limitée dans le temps, qui a été vraiment très innovante, puisque c'est une sagesse qui se libère de tous les préjugés traditionnels et les préjugés religieux. Et au fond, il faut savoir que la plupart des sociétés humaines, et encore aujourd'hui, sont largement dominées par des préjugés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas interrogées par les gens, donc qui sont des sortes de catalogues qui sont une des clés de l'équilibre social et de ce que les sociétés tiennent le coup, mais au fond qui s'appuient, qui comment dire, écrase la possibilité, l'inventivité, l'imaginaire et ce que Foucault appelle l'inventivité éthique des gens. Donc une des grandes leçons de l'Antiquité, je crois, c'est cette extraordinaire inventivité à certains moments et pour certaines catégories de gens, de la possibilité d'analyser ses propres comportements et de construire une éthique qui est fondée sur l'observation de la vie et sur des choix personnels. Alors, est-ce que ça peut être appliqué à l'échelle de toute une société ? C'est une difficulté. Moi, je crois beaucoup au juste milieu, au dosage. Il faut effectivement des grands fondamentaux d'une société. Mais il y a quand même un système juridique, on est dans un état de droit, et le droit indique quand même certaines valeurs. Mais je pense que nos sociétés laissent quand même beaucoup d'espace au comportement individuel. Et une des leçons de l'Antiquité, c'est cette confiance qu'on peut faire à l'individu de pouvoir inventer sa propre vie, de pouvoir être, créateur de certaines de ses normes, de la façon dont il organise sa journée, ses rapports, et avoir une sorte de confiance dans l'éthique des individus. Alors bon, le contexte actuel ne rend pas très optimiste, mais
je dirais presque qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix, en fait. Parce que sinon, on va vers des sociétés qui seront des sociétés d'affrontement, où de nouveau, c'est le droit du plus fort qui va s'imposer, et où le quotidien risque d'être vraiment très, très difficile. Donc, je pense qu'on a intérêt à faire ce pari d'une sorte d'inventivité éthique qui est la leçon de l'Antiquité, de la meilleure leçon de l'Antiquité. Il y a un mot que tu utilises depuis tout à l'heure et j'étais surpris parce que moi je l'utilise moi-même énormément. En tout cas, je me corrige parce que beaucoup de gens parlent de l'équilibre et toi tu utilises le mot d'harmonie, qui est un mot que moi j'utilise beaucoup. J'explique qu'il n'y a pas d'équilibre parce que l'équilibre c'est une sorte de position parfaite. Et que forcément c'est statique, donc du coup c'est pas très intéressant parce que la vie elle est dynamique par essence, et que du coup il vaut mieux parler d'harmonie, qui est une harmonie qui peut bouger, etc. Je voudrais savoir en quoi ça résonne chez toi ce mot d'harmonie. L'harmonie, j'aime bien la métaphore musicale. La métaphore musicale, c'est ce que tu dis. C'est un déséquilibre, c'est une variation constante, c'est un multiple chaos. Mais il se trouve que la musique, elle fait de tout ce chaos quelque chose qui nous est agréable, qui nous emporte, qui visite un espace de notre conscience tout à fait unique et qu'on peut pas mettre en mots d'ailleurs. Donc je pense que c'est une bonne métaphore, la musique comme moyen de créer une vibration entre soi et le monde. Qui fasse sens, qui crée un espace où d'autres individualités puissent se déployer, rencontrer la vôtre, et puis créer une harmonie collective, en fait. Là aussi, très belle métaphore avec l'orchestre. Au fond, ce sont des individus qui créent des sons et qui à la fin, créent une musique qui est agréable pour ceux qui l'entendent. Tu parlais de Foucault tout à l'heure et de la sexualité. Est-ce que la sexualité, la pratique, est une forme d'osium? C'est une forme de conversation horizontale avec ses contacts, au sens très basique du terme. T'as raison, oui. Et oui, dès lors qu'on considère que c'est un dialogue avec l'autre, c'est une voie pour accéder au dialogue, et il y a une éthique de la sexualité, une éthique du respect de l'autre, une éthique de son plaisir, de l'exaltation de l'autre, qui mobilise une quantité de principes qui sont au cœur de cette grande conversation humaine. Donc évidemment, la sexualité en fait partie, mais c'est intéressant, là on parlait des réseaux, de voir comment aujourd'hui les réseaux sont devenus un élément central de la sexualité de nos contemporains, et combien elles réduisent souvent la sexualité, non pas à un dialogue, à une conversation, mais à un simple frottement d'utilité, et avec une recherche très rapide du plaisir qui laisse ensuite très démuni. On revient au négoce. Et on revient au négoce, un rapport utilitaire. C'est ça. C'est-à-dire, la sexualité, elle est belle si on est désintéressé, si on pense d'abord au plaisir de l'autre. Donc c'est une bonne. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Si c'est pas si c'est pas un sexe pas négocié, en fait, on pourrait dire ça, négocier, dans le sens où le frottement, quoi. Le frottement, et puis on sait très bien, le pire du sexe négocié, c'est un sexe qui est pour de l'argent. Enfin, oui, le pire, en même temps, je ne veux pas non plus porter un jugement de valeur sur les travailleurs du sexe. Ça peut être aussi mais on reconnaît que du point de vue de l'émancipation et de l'harmonie individuelle, c'est pas la meilleure condition. Donc là aussi, on a une sorte d'échelle de valeur avec un curseur qui, s'il est mis au maximum sur le négoce, retire toute la part humaine de ce que peut nous apporter la sexualité. Et peut-être que les gens, ça va les intéresser de savoir, parce qu'en fait, moi, je savais pas, avant de lire le livre, que Foucault avait, sur la fin de sa vie, s'était intéressé à la sexualité. Tu peux nous expliquer rapidement, je sais pas rapidement, mais ses théories à lui à ce moment-là? Alors c'est intéressant parce que effectivement Foucault, une grande partie de sa vie est dans une démarche qui essaye plutôt d'analyser les multiples sources de conditionnement des individus, des contraintes exercées par la société, considérant que l'individu est d'abord un être qui est écrasé par le poids de
du contexte social. Et vers la fin de sa vie, il s'intéresse finalement à une approche un peu différente qui est de creuser un moment de l'histoire humaine où des individus, des groupes d'individus, parce qu'ils en ont eu la possibilité sociale, intellectuelle, matérielle, ont été des inventeurs de leur propre vie. Donc, il pointe finalement la part d'autonomie des individus. Donc là, il y a une espèce de premier basculement. Et je pense que ça vient effectivement d'une évolution personnelle où de plus en plus il a assumé sa sexualité différente. Finalement, il s'est rendu compte, notamment en allant aux États-Unis, que dans un contexte où cette sexualité était plus facile à vivre, elle était une source d'invention existentielle extraordinaire, que les gays pouvaient inventer des modes d'être entre eux, inventer des formes de sociabilité amicale qui intégraient une dimension sexuelle, ou des formes de couple qui pouvaient intégrer on parle de couple, des trouples, ou des formes de liens qui mêlent la vie affective et la vie sexuelle, qui étaient très éloignés du modèle classique bourgeois. Donc je pense qu'il a trouvé dans ses recherches sur l'Antiquité un écho, puisque effectivement ces Romains qui travaillent sur leur propre comportement, intègrent la meilleure façon de vivre leur sexualité aussi. Donc, il y a une espèce d'aller-retour où Foucault nous dit, l'Antiquité, malgré tout ce qu'on peut en penser, malgré un aspect qui aujourd'hui est très difficilement acceptable, l'inégalité absolue des sociétés antiques, et notamment l'esclavage, j'en parle dans le livre aussi, qui rend très difficile finalement l'idée qu'on se réfère sans précaution au modèle de l'Antiquité. Même un Foucault, avec toutes ces difficultés-là, nous dit, voilà, dans l'Antiquité, il y a eu un moment donné où les religions étaient beaucoup moins puissantes, les préjugés étaient plus en arrière, il était possible d'inventer sa vie. Aujourd'hui, on retrouve un peu les mêmes conditions, puisque on est dans une société très sécularisée et où les religions existent, mais on peut très bien vivre de façon athée. Mais profitons-en pour renouer avec cette inventivité extraordinaire qui, dans tous les secteurs de notre vie, du plus spirituel au plus physique, au plus sexuel, peut nous permettre de vivre des vies qui sont des vies beaucoup plus proches de ce qu'on voudrait et plus proches de notre capacité d'invention, en fait. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il y a un désir si fort d'osium, sans qu'on arrive à le nommer, mais il y a un désir profond de ça, et qu'en même temps, on soit complètement happé de l'autre côté, c'est-à-dire vers le négoce? Je pense que l'osium, le désir d'osium, il est profondément humain. Je cite Bourdieu au tout début qui dit c'est une possibilité anthropologique universelle. En fait, dès qu'on réfléchit, dès on commence à créer du sens, à essayer de comprendre dans quel contexte on a envie d'aller plus loin. On a envie d'être plus autonome dans sa vie, on a envie de plus de liberté, etc. Et cette liberté-là, elle est évidemment menacée à chaque coin de rue par la puissance du négoce qui transforme cette liberté en argent, en fait. Donc, en fait, la question que tu poses, elle renvoie à cette idée que nous sommes en partie des êtres d'esprit et des êtres de corps. Et les forces du négoce, elles ont bien compris comment mobiliser en nous la partie instinctive, celle qui est attirée par le sexe et par la violence. Le sexe et la mort, Eros et Thanatos, qui sont les choses qui sont les plus animales en nous, celles qu'on peut le moins contrôler, et qui sont celles qui sont les impulses qui sont les plus mobilisés par la publicité et par l'attitude consumériste. Donc en fait, c'est normal qu'on ressente ce malaise, et c'est normal qu'il faille faire un effort pour lutter contre toutes ces sollicitations. La difficulté, c'est que rien dans notre société, il n'y a aucun discours qui nous dit il vaut mieux lutter, il vaut mieux, puisque la plupart des messages, ils sont publicitaires, ils viennent du négoce. Donc c'est presque en clandestin qu'il faut découvrir des discours alternatifs qui nous disent oui, c'est mieux de discuter de façon désintéressée avec les autres, c'est mieux de ritualiser votre vie, c'est mieux de réfléchir. Mais où le savoir, on commence avec maintenant, il y a quand même des multiples canaux de nous informer en dehors des grands canaux du négoce. Mais c'est compliqué de trouver ça. Je pense que ton podcast, c'est un des éléments. Mon bouquin, c'est peut-être un des éléments. Je pense qu'un esprit curieux qui n'a pas envie de rentrer dans le mainstream
Maintenant, il a quand même les moyens de trouver. Si tu tapes Otium sur Internet, on tombera assez rapidement sur mes travaux. Donc je me dis, c'est quand même... Oui. Mais il faut au moins savoir ce que c'est. C'est ça, parce que Donc il y a de l'espoir. Moi, je connaissais pas le terme avant de me mettre le doigt dessus, parce qu'en fait, j'en avais jamais entendu parler. Bah non. Donc là, il y a plus de gens qui vont savoir ce que c'est. Pas 1 million, mais peut-être. On sait jamais. Écoute, on sait pas. Hein, il y a un effet de tache d'huile. C'est ça, peut-être les personnes qui écoutent vont partager. Ouais. Et du coup, ça il va faut se répandre. pour leur propre bien, en fait. Exactement, ça. parce que ça va créer des conversations. Parfaitement. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je veux claquer la porte aux préjugés. Voilà, ça c'est évident que c'est ça. Et ouvrir la porte au musée. Parce que musée, c'est le lieu des muses. Et les muses, c'était le nom qui était très longtemps pris pour l'Otium. En fait, l'Otium, c'est aller vers les muses qui ne servent à rien, mais qui élèvent ta conscience, ta pensée, qui te permettent de rêver. C'est la poésie. Et les musées, aujourd'hui, qui sont souvent gratuits, sont des lieux tout à fait... des lieux d'Otium accessibles à tous, où tu peux aller pour une demi-heure. Et là, typiquement, tu vois, on cherche une occasion de ritualiser un moment dans sa vie. Ça peut être une demi-heure dans un musée. Alors, un musée pas trop avec pas trop de monde. Il y a des tas de petits musées où il y a personne. Et on se concentre sur une œuvre ou deux dans le silence, où on y va avec quelques-uns, on en discute. Moi, j'adore les situations, les élèves, les profs qui emmènent leurs élèves devant une œuvre, qui créent de la conversation entre eux, etc. Qui développent du savoir à partir de la conversation des enfants, à partir de leur curiosité, qui leur imposent pas un savoir descendant, mais qui répondent à leur curiosité. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Et ça peut être un lieu déclencheur, un moyen comme je le disais tout à l'heure, d'habiter son temps avec de l'Otium. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi, Grégory, c'est super. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.